Des chercheurs chinois expriment des inquiétudes concernant les avoirs en dette américaine, en particulier les bons du Trésor américain détenus par la Chine. Ils s'inquiètent de la viabilité des actifs libellés en dollars américains. Ces chercheurs sont issus de la Banque de Chine. Pour ceux qui ne le savent pas, la Banque populaire de Chine est essentiellement la banque d'État en Chine. Ils ont déclaré que l'augmentation des bons du Trésor américain en Chine, bien qu'il n'ait pas encore fait défaut, n'est pas soutenable. Depuis 3 mois consécutifs, la Chine réduit ses avoirs en bons du Trésor américain. L'incertitude liée aux réformes tarifaires et une crise de crédibilité du dollar américain pourrait accentuer la volatilité du marché des bons du Trésor américain. Il s'agit d'une évolution majeure qui ne fait qu'empirer. D'autant plus que l'administration américaine actuelle, et même les précédentes, ont mené une politique offensive, non seulement contre la Chine, mais en réalité contre l'ensemble du monde sur le plan économique. Eh bien, il n'y a pas si longtemps, le chiffre officiel des avoirs chinois en bons du Trésor américain dépassait 1 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, puisque nous sommes dans une fourchette de 700 à 800 milliards, il est clair que non seulement au cours des 3 derniers mois, mais depuis plusieurs années déjà, la tendance est nettement à la baisse. Parfois, cela se stabilise pendant un certain temps, pour des raisons complexes, mais il est évident que le gouvernement chinois, les autorités chinoises et la banque chinoise souhaitent réduire leur exposition au dollar américain. On peut spéculer autant qu'on veut sur les raisons. Il y en a généralement plusieurs. Mais parmi elles, il ne fait aucun doute que l'endettement des États-Unis, et rappelons que les États-Unis sont le plus grand pays débiteur au monde, pose problème depuis un certain temps. Et le budget récent, le soi-disant grand, magnifique projet de loi que M. Trump et son Congrès républicain ont adopté, aggrave encore la situation. Il maintient des déficits de 1 000 milliards de dollars pratiquement à l'infini, alors que nous sommes déjà à un niveau d'endettement très élevé dans l'histoire des États-Unis en termes de ratio entre la dette nationale et le PIB. Quelle que soit la façon dont on l'examine, et il y en a plusieurs, de nombreuses personnes en Chine, mais aussi beaucoup de gens à travers le monde, y compris ici aux États-Unis, partagent l'avis de la Banque de Chine, selon lequel ce niveau d'endettement, sans même parler de la croissance, ce rythme de croissance des déficits et des dettes qui en résultent, est, pour citer, insoutenable. Or, c'est un mot étrange, car il ne dit pas grand-chose en soi. C'est une prédiction sur l'avenir. Et nous savons tous ce que valent ces prédictions quand l'un d'entre nous en fait une. Donc oui, il est probable que vous ne puissiez pas maintenir cela indéfiniment, mais personne ne sait combien de temps cela peut durer. Parce que cela vous oblige immédiatement à vous demander, regardez combien de temps ils ont en fait réussi à le maintenir. Les États-Unis sont un pays déficitaire depuis un bon moment maintenant, et leurs dettes à travers le monde ont augmenté depuis un certain temps. Les pays du monde entier accumulent des dollars, ils sont prêts à le faire. Les États-Unis, au cas où certains ne le comprendraient pas, tirent d'énormes, et je veux vraiment insister sur ce mot, d'énormes avantages du fait que le dollar soit la monnaie mondiale. Pour vous donner un exemple, il est difficile pour tous les pays de faire la guerre. Mais c'est toujours plus difficile si vous devez taxer votre population pour la financer. Si vous voulez voir le soutien à une guerre disparaître en termes de popularité, essayez simplement de la financer par des impôts. Ce que l'on fait à la place, c'est emprunter pour ne pas avoir à taxer la population. Emprunter est une manière bien plus agréable pour les politiciens de couvrir les coûts. Si le monde entier est prêt à vous prêter de l'argent, comme cela a été le cas, alors les États-Unis peuvent jouer le rôle de gendarmes ou d'armée du monde. Comme on en parle souvent et comme vous en parlez dans votre émission,
En partie grâce au statut de réserve du dollar, parce que le monde a accepté de prêter. Mais comme pour toute chose de ce genre, à force de continuer, on finit par tout détruire. On va trop loin. Et c'est là la question qui se pose vraiment aujourd'hui. Les détenteurs mondiaux de la dette américaine. Et juste pour vous le rappeler, le plus grand créancier des États-Unis est le Japon. Le deuxième, c'est la Chine. Le troisième, la Grande-Bretagne. Tous, ainsi que les nombreux autres détenteurs de la dette américaine, sont très inquiets du niveau d'endettement qui ne cesse d'augmenter. Car c'est ainsi que les républicains et les démocrates résolvent leurs contradictions. C'est un dysfonctionnement très étrange du capitalisme américain. Nos dirigeants politiques, les démocrates soutenant les dépenses publiques, en gros, les républicains refusant toute taxe pour les entreprises et les riches. Comment résoudre cela? Si vous ne taxez pas les entreprises et les riches, comment financez-vous les dépenses nécessaires sous peine de perdre le soutien du peuple? La solution, vous allez voir les entreprises et les riches et vous leur dites, à condition de ne pas vous taxer, ce que nous ne ferons pas, vous devez nous prêter l'argent que nous vous aurions prélevé si nous avions eu le courage de vous taxer. En Amérique, il n'y a pas de courage politique, donc ils ne taxent pas les entreprises et les riches. Ils continuent de baisser les impôts, comme ils l'ont fait il y a quelques semaines, encore une fois sous M. Trump, après l'avoir déjà fait lors de sa première présidence en 2017. Et donc, ils empruntent à la place auprès des entreprises et des riches. On appelle cela les finances publiques, mais c'est une arnaque corrompue, si l'on est honnête. Eh bien, cela a pour effet secondaire de faire de nous un pays endetté. Nous empruntons sans fin. Et maintenant, cette terrible crainte qui a toujours existé chez chaque créancier depuis des milliers d'années. Je veux prêter. Je gagne beaucoup d'argent en prêtant, mais je dois faire attention à ne pas prêter à n'importe qui si jamais il y a un risque qu'il ne me rembourse pas. Eh bien, les États-Unis, en tant que pays dominant, ont pu écarter cette inquiétude. Bien sûr, nous ne ferons jamais défaut. Mais les politiciens avisés, qu'ils soient en Chine ou ailleurs, comprennent qu'à un certain moment, cela ne dépendra plus des politiciens. Il y aura un mouvement de fond venu d'en bas, et cela les obligera à agir. Et les politiciens, n'ayant pas de courage et incapables de faire face à leur propre peuple, commenceront à réduire les dépenses et à rembourser leurs créanciers. Et vous ne voudrez pas détenir des bons du Trésor américain lorsque ce moment arrivera, que vous soyez une banque chinoise, les autorités japonaises ou n'importe qui d'autre. Voilà où nous en sommes. C'est tellement grave qu'il y a désormais un débat public et des actions concrètes. Les Chinois ne sont pas seuls. D'autres ont également réduit leurs avoirs en dollars. On peut encore emprunter, je ne veux pas exagérer, mais nous n'avons jamais eu ce genre de discussion auparavant. Et cela montre que nous approchons de la fin de ce jeu, qui se joue au moins depuis que les États-Unis ont abandonné l'étalon or en 1971. Ils ont dit, c'est très clair, nous devons ajuster progressivement les avoirs du Trésor et augmenter de manière appropriée les réserves d'or, de ressources clés et de minéraux. Alors Sean, parle-nous de l'importance de cela. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi cela se produit-il? Je pense que, pour reprendre le point de Richard, il a tout à fait raison. La dette américaine a désormais atteint une trajectoire insoutenable. Je crois que, tout récemment, les seuls intérêts de la dette, rien que les intérêts, sans même parler du principal, s'élèvent à environ 1000 milliards de dollars. Et il reste encore 2 à 3 mois avant la fin de l'exercice fiscal. Donc ce chiffre va atteindre 1200 ou 1300 milliards de dollars. Le problème avec cette situation, c'est que la Chine comprend qu'il y a 2 inconvénients à détenir des obligations américaines.
de la dette américaine, des bons du trésor américain, peu importe comment on les appelle. Le premier, c'est la situation budgétaire et le sort du dollar. La force du dollar risque de s'effondrer, de baisser au cours des prochains mois, voire des prochaines années, et il faut comprendre pourquoi. Je pense que la guerre commerciale a vraiment plongé le dollar dans une spirale infernale. Parce que disons que vous êtes un exportateur ou un pays qui souhaite transférer ses industries aux États-Unis pour une raison quelconque, quelle qu'elle soit, vous aurez besoin de garanties de la part de l'administration Trump et des administrations à venir. Et la garantie la plus importante dont vous avez besoin, c'est que les droits de douane restent en place. Cela n'a aucun sens si les droits de douane, disons sur l'acier, l'aluminium ou les voitures, peut-être autour de 30 à 50 cents, disparaissent soudainement dans les 4 prochaines années. Eh bien, vous seriez le grand perdant, non? Vous passeriez pour un idiot. Si vous construisez une usine pour quelques milliards de dollars, vous voulez que les droits de douane restent en place en tant que personne qui va y transférer ses industries. Mais voici le point crucial. Les États-Unis ne disposent pas de chaînes d'approvisionnement robustes et le coût de la main-d'œuvre est trop élevé, ce qui signifie que pour maintenir ces tarifs, ils devront imprimer de l'argent, emprunter de l'argent et subventionner leurs industries à l'avenir. Maintenant, si l'on considère cela d'un point de vue vraiment technique, cela signifie qu'ils vont émettre beaucoup plus d'obligations à l'avenir. Ils vont inonder le marché de bons du trésor. Et il importe peu qu'ils émettent des obligations à court terme, que ce soit sur 3 mois jusqu'à 1 an, ou des obligations de 10 à 20 ans, ce que nous savons tous être pratiquement impossible, car s'ils le font, ils feront exploser tout le marché. Beaucoup de gens réagissent en disant « Hey, tu sais, Trump va envoyer sa bande de gros bras à la Réserve fédérale. Lui et ses sbires vont évincer Powell et ils vont faire chuter les taux jusqu'à 2%, voire 0%. Bien sûr, cela pourrait réduire les coûts d'emprunt à court terme. Mais il faut comprendre qu'au bout du compte, tout le marché fonctionne selon l'offre et la demande. Il y a une limite, comme l'a dit le professeur Wolf, où l'on inonde le marché de tant de dollars, de tant d'obligations, où l'on emprunte tant de dollars au reste du monde, qu'on finit par atteindre un point où le monde n'a tout simplement plus assez de dollars à nous prêter. Alors les taux augmentent, et cela déstabilise toute l'économie américaine. Et chaque fois que cela s'est produit, que ce soit en 2008 ou en 2020, les États-Unis se sont retrouvés dos au mur et ont été obligés d'imprimer de l'argent, sinon toute l'économie s'effondrait. Maintenant, la Chine comprend cela. Donc, si c'est le cas, pourquoi voudriez-vous détenir du dollar? Les obligations en dollars, qui sont libellées en dollars, l'actif sous-jacent, vont perdre de la valeur, non? Cela n'a vraiment aucun sens. Supposons qu'une obligation à 10 ans rapporte 4% à 5%, quelque chose comme ça, et que la force du dollar chute encore de 10% à 20%. Eh bien, vous perdriez 5 années de rendement. De plus, la Chine comprend aussi que les actifs américains peuvent être utilisés comme une arme contre elle. Maintenant, si l'on regarde par exemple la récente discussion entre Trump et Poutine, beaucoup de choses ont été dites. Mais une chose à laquelle j'essayais vraiment de prêter attention, ou pour laquelle je tendais vraiment l'oreille, c'était que va-t-il advenir du sort des avoirs russes, n'est-ce pas? Vous savez, environ 200 à 300 milliards de dollars ont été saisis par les Européens et les Américains, et nous n'en avons pratiquement pas entendu parler. Et si cela continue vraiment, la Chine comprend que, eh bien, la Russie a perdu 300 milliards de dollars, mais nous avons entre 750 et 900 milliards de dollars bloqués dans le système américain. Il se retrouve donc maintenant face à 2 grands dilemmes. Notre argent peut nous être confisqué,
et il peut être utilisé comme une arme contre nous. Cela peut servir à renforcer l'armée américaine, à subventionner les industries américaines et à être utilisé de toutes sortes de manières auxquelles nous n'avons pas vraiment pensé. Cela aurait même servi à développer des menaces circulaires plus starter pour plus ou Russian. Possibilité. Et d'un point de vue très direct, pourquoi voudriez-vous acheter des centaines de milliards d'obligations pour subventionner la guerre commerciale de Trump contre vous, n'est-ce pas? L'argent est fongible. Franchement, c'est vraiment incroyable. Regardez simplement la situation. Prenons par exemple les semi-conducteurs. Les États-Unis veulent imposer une taxe de 30% sur les puces parce qu'ils veulent empêcher la Chine d'obtenir des puces de Corée, de Taïwan, et tout transférer aux États-Unis. Maintenant, comment Trump va-t-il financer cette idée fantaisiste? Il doit emprunter de l'argent. Et est-ce que les Chinois veulent financer leur propre confinement dans la guerre technologique? Je trouve cela hautement improbable, et je ne pense pas que cela arrivera. C'est pourquoi tous les économistes chinois, toutes les personnes dans les banques, écrivent à ce sujet, parce qu'ils savent qu'au bout du compte, pourquoi voudriez-vous financer votre adversaire si fondamentalement ça n'a aucun sens? Vous savez, on nous répète ces derniers jours, le dollar est en hausse, le dollar est en hausse. Ils veulent que vous suiviez presque jour après jour son évolution. Mais même au jour le jour, il baisse souvent, et il baisse de façon assez marquée. Ainsi, rien que ce week-end, l'indice du dollar a chuté de manière significative, presque d'un demi-point de pourcentage. Que pensez-vous alors de la signification plus large de ce déclin et de ce qui semble être l'effondrement inévitable de ce que nous appelons l'hégémonie du dollar en tant que monnaie de réserve, étant donné ce que des chercheurs chinois de la Banque de Chine qualifient de crise de crédibilité? Eh bien, je pense que ce que font les autorités chinoises, comme le font les autorités partout ailleurs, c'est de peser tous ces différents facteurs. Sans passe en revue un certain nombre des plus importants et ils les évaluent. Ils ne vont pas tous dans la même direction, sinon il ne serait pas nécessaire de les peser. Si tous pointaient vers la décision X, on ferait X, mais certains vont dans la direction X et d'autres dans la direction Y. Permettez-moi de donner un exemple venant des États-Unis. L'avantage pour les États-Unis de voir la Chine subventionner la politique intérieure et étrangère américaine en rachetant des centaines de milliards de dollars de dettes américaines est contrebalancé par le fait, ce qui, soit dit en passant, est soigneusement passé sous silence aux États-Unis, que si vous êtes la Chine et que vous possédez, disons, 700 ou 800 milliards de dollars de dettes américaines, le gouvernement américain est tenu de payer des intérêts sur cette dette. Et si le taux d'intérêt est de 5%, disons, et si la Chine détient 800 milliards de dollars, alors 40 milliards de dollars par an sont collectés en impôts par le gouvernement des États-Unis. Cet argent n'est pas utilisé pour l'armée américaine. Il n'est pas utilisé pour entretenir les routes, aider les étudiants ou pour tout autre service public. Le gouvernement agit simplement comme une agence de recouvrement et envoie ces 40 milliards de dollars d'argent des contribuables à Pékin. C'est l'intérêt chinois sur la dette des États-Unis que les Chinois sont libres d'utiliser comme bon leur semble, et je suis sûr qu'ils le font. Mais les États-Unis font cela et essayent de le cacher à leur propre population. Car chaque fois que j'explique cela à un public américain, je peux vous assurer que les regards que je reçois sont ceux de personnes qui viennent de découvrir que le ciel est bleu ou quelque chose du genre. C'est extraordinaire. Mais c'est le calcul du gouvernement américain qui comprend cela. Le bénéfice que la Chine achète la dette est supérieur à la perte, si l'on veut, des 40 milliards de dollars qui servent à subventionner la Chine
plutôt que les États-Unis. Ils sont tout aussi préoccupés aujourd'hui, car ils ne veulent pas que les Chinois se débarrassent en peu de temps d'une part significative de cette dette, car cela ferait chuter le prix de ces obligations. Et comme nous le savons tous, cela ferait augmenter les taux d'intérêt. Et la Chine est un acteur suffisamment important pour que cela provoque toutes sortes de problèmes dans le monde. Ce serait aussi déstabilisant pour l'économie mondiale que presque tout ce que l'on pourrait imaginer. Cela doit donc aussi être géré. Pour moi, je les vois, les Américains à leur manière, mais aussi les autorités chinoises à la leur, pris dans une toile de relations complexes. Et je pense que M. Trump, dans sa frustration, et bien sûr, je parle des forces qu'il soutienne, pas de lui en tant qu'individu. Il n'a pas d'importance, mais les forces derrière lui, dans leur frustration, d'avoir été prises sur le fait, et d'avoir été prises à un moment où l'Empire et le système américain sont clairement en déclin, alors que le système chinois est en pleine ascension. Le monde entier peut le voir, les Américains aussi. Il est très douloureux de vivre dans cette frustration. Et alors, ils agissent de façon impulsive. C'est de cela qu'il s'agit, avec ses droits de douane et ses sanctions. Et ils sont en train de découvrir que lorsqu'on déstabilise soudainement tous ces réseaux, il est impossible de savoir comment cela va se terminer. Et il est tout aussi probable que cela se retourne contre vous, c'est-à-dire contre les Américains, que contre n'importe qui d'autre. Et cette horrible peur, c'est ce dont on ne peut pas parler aux États-Unis. Je pense que cela peut être difficile, surtout pour les gens ordinaires en Occident, et particulièrement aux États-Unis, de comprendre cela. Alors, comment comprenez-vous cette tendance persistante? Et elle ne s'arrête pas. Malgré ce que les médias traditionnels, les observateurs du marché et les analystes économiques essaient de nous dire, que ce n'est que ce mois-ci, que c'est seulement aujourd'hui, hier, n'est-ce pas? Mais il semble que cela se produise réellement. Et je sais que vous avez récemment évoqué le fait que ça dure depuis tout le début de 2024. Oui, mais je pense que le dollar porte la malédiction, et c'est à la fois une malédiction et un cadeau, du statut de monnaie de réserve, n'est-ce pas? Vous savez, après la Seconde Guerre mondiale, quand les États-Unis étaient très riches et que l'Europe, en particulier le Royaume-Uni, était en ruine, ils ont pu imposer la puissance du dollar parce que les États-Unis étaient alors une économie manufacturière. Ils ont transformé cela en système du pétrodollar, où le monde entier devait utiliser des dollars pour obtenir du pétrole. Et à cause de cela, les États-Unis ont eu une domination quasi totale pendant les 40 à 50 dernières années, n'est-ce pas? Ce point-là est incontesté. Mais lorsque l'ensemble de l'économie américaine vacille, que tout le système commercial s'effondre, que tout le système financier perd la confiance, nous assistons à un grand démantèlement de l'ensemble du système du dollar, n'est-ce pas? Prenons donc l'exemple du consommateur américain et du commerce. Aujourd'hui, le consommateur américain est subventionné par le gouvernement américain. Une grande partie des dépenses publiques sert à acheter des biens étrangers. Mais en ce moment, nous atteignons un point où le gouvernement ne peut plus vraiment dépenser. Les consommateurs américains font face à une forte inflation. Les anticipations d'inflation augmentent. Ils dépensent également moins. Alors qu'observons-nous réellement d'un point de vue technique, n'est-ce pas? Eh bien, ils n'importent pas vraiment beaucoup de marchandises du reste du monde. Les importations commencent à baisser et ils achètent davantage de produits américains vendus à des prix excessifs. Donc, beaucoup d'argent circule à l'intérieur de l'économie américaine. Et quand il y a autant d'offres et que la demande n'est pas vraiment là pour consommer, cela affaiblit simplement la force du dollar. Et tout cela se passe à l'intérieur même des États-Unis. Vous savez, ils dépensent énormément d'argent dans la santé, ce qui est nécessaire.
Mais ils mènent aussi de nombreuses aventures à l'étranger, ce qui injecte encore plus d'argent, d'obligations et de dettes dans le système. Et tout le monde en ressent vraiment la douleur. Vous savez, on dit que l'inflation n'est que de 3% par an. Je n'y crois pas vraiment. Je pense qu'elle est au moins 2 ou même 3 fois plus élevée, non? J'ai des amis en Amérique. Je leur demande comment ça se passe chez Target et Walmart, et ils me disent que c'est horrible. Ils font face à une inflation à 2 chiffres. Et quand on regarde le côté financier, c'est tout aussi catastrophique. Maintenant, il faut comprendre qu'environ 25%, 26% des obligations américaines sont détenues par des étrangers. Elles sont détenues par des personnes en Asie, certaines en Chine, au Moyen-Orient et surtout en Europe. Et cela nous ramène à l'idée fondamentale de l'actif sous-jacent, à savoir que le dollar perd de la valeur. Et comme le monde entier repose sur les obligations américaines et que ces obligations soutiennent le dollar lui-même, évidemment pour acheter des obligations, le dollar. Et il n'y a pas de demande pour les obligations, la demande pour le dollar est aussi grande. Nous assistons donc réellement à 2 tsunamis qui s'abattent sur l'ensemble du système du dollar. La demande intérieure aux États-Unis est faible et trop de dollars sont réinjectés dans le système lui-même. C'est pourquoi les prix augmentent et que le niveau de vie aux États-Unis baisse. Sur le plan financier, quand on regarde les gens de Wall Street, quand on observe les autres investisseurs, détenir des dollars revient à tenir une patate chaude. Personne ne veut garder des obligations. Actuellement, moi-même, en tant qu'investisseur, je n'ai aucune obligation américaine dans mon portefeuille. Je n'en vois pas l'intérêt. Pourquoi devrais-je en détenir alors que je pense qu'elles vont perdre de la valeur dans les 5 à 10 prochaines années? Je veux acheter de l'or. Je veux acheter d'autres choses en ce moment. Je pense donc que les États-Unis sont vraiment secoués par ces 2 tsunamis qui les frappent, et parce que la monnaie de réserve leur revient désormais en boomerang. Boomeranging back on them.